d'envisager une grosse dépense d'énergie, mieux vaut pouvoir tester ses réserves. Testeur Duracell pour ne rien manquer des grands moments. Exclusivement Duracell. Je t'aime. Je t'aime. Je veux t'aimer pour toujours, être embrassé. Ne jamais me quitter. Peux-tu me promettre un an? Un jour? Non. Que dois-je faire? Embrasse-moi. Oui. Souviens-toi de moi. Oui. Comme Paris. Comme Paris. Paris, toujours. d'Yves Saint-Laurent. À toi de jouer maintenant. Peugeot 205, quel sacré numéro. What's wrong? But I am white. I'm as white as Susie. Are you black? No, I'm as white as you. You're white. Mirage de la vie. Aveuglé par les feux de la rampe, Lana Turner prend pour de l'or ce qui n'est que du strass. Au cinéma de minuit, Douglas Sirk a capté le mirage de la vie, dimanche à 22h45. Sur les grands titres de l'actualité, l'histoire de ce trafic de saison. Une belle prise pour les douaniers du Nord qui ont trouvé des kilos de caviar dans les bagages de vrais faux touristes. Ils étaient tout un groupe et ils avaient amené aussi de la vodka. Reportage FR3 Lille, commentaire Robert Papin. Une saisie pleine de saveurs et pour ne rien gâcher, une saisie record. 217 kilos de caviar conditionné en boîte. Les douaniers du Nord ont eu le nez fin quand ils ont contrôlé près de Valenciennes un autocar polonais. Il y avait à bord 30 personnes, 30 Lituaniens, qui dissimulaient tout ce caviar, plus 180 bouteilles d'un demi-litre de vodka, un peu partout, dans le car, dans leurs vêtements. Bon, d'après leur déclaration, il s'agissait de cadeaux pour leur famille, mais on est étonné du volume. En réalité, les passeurs espéraient bien écouler leurs marchandises en France pendant la période des fêtes. Achetée entre 30 et 40 francs, la boîte de 250 grammes peut être revendue jusqu'à 300 francs. Un trafic juteux, encouragé par la nouvelle perméabilité des frontières de l'Est. Les douaniers lillois en ont intercepté 95 kilos la semaine dernière en provenance de Russie. Dans le cas où les fraudeurs sont dans l'incapacité de payer l'amende douanière, les stocks sont soumis à un contrôle sanitaire avant d'être revendus au profit de l'État. La bataille pour la télévision du futur, un énorme marché où s'affrontent Européens, Américains et Japonais. Avant de lancer la fabrication des postes, il faut d'abord mettre au point une norme, un standard. Français et Néerlandais militent pour un système qui s'appelle le D2MAC. Thomson et Philips vont devoir sans doute changer leur fusil d'épaule. Après de très longues discussions, l'Europe décide qu'il est urgent d'attendre. Explication de Philippe Visserias. En matière de télévision du futur, il y a d'abord ce qu'on attend. Le hollandais Philips et le français Thomson ont mis au point un téléviseur à écran large capable de recevoir le D2MAC. Depuis 1986, la volonté politique des 12, emmenée par la France et les Pays-Bas, a toujours été de promouvoir cette norme auprès des diffuseurs. Mais jusqu'à présent, les intérêts divergeaient suivant les pays, certains rechignaient même à jouer le jeu. Aujourd'hui, à Bruxelles, les 12 ont finalement tracé une voie unique. La diffusion en D2MAC démarrera pour tous le 1er juin 1995. En dépit de toutes les difficultés que nous avons rencontrées à cause des intérêts divergents, etc., aujourd'hui, on a fixé un cadre clair pour l'avenir du système européen, D2MAC, 16/9, et ensuite HD-MAC. Derrière obligatoire pour les chaînes déjà existantes. En fait, elle ne sera imposée qu'aux chaînes créées après 1995. Aujourd'hui, seuls quelques privilégiés peuvent s'offrir des téléviseurs en D2MAC. En l'absence de toute contrainte politique, les chaînes de télévision hésiteront avant de produire des émissions dans cette norme, vu qu'elles ne profiteront qu'à une minorité de téléspectateurs. Une reprise bien modérée. Les dernières prévisions ne sont pas de très bon augure. L'activité économique ne va reprendre que progressivement. Après les chiffres de l'INSEE, c'est l'OCDE qui publie à son tour son analyse. Agnès Molinier.
92, ce sera 2,2% de croissance dans les 24 pays industrialisés de l'OCDE. Une reprise économique modérée, mais qui, selon l'Organisation de coopération et de développement économique, devrait faire redémarrer l'activité endormie. Exemple, en France, la croissance devrait atteindre 2% l'an prochain, contre 1,5% cette année. Le chômage devrait continuer malgré tout à progresser jusqu'en milieu d'année pour franchir la barre fatidique des 3 millions de chômeurs. En Europe, l'Allemagne paiera toujours la réunification en 92 par une croissance réduite presque de moitié par rapport à 91. Reprise modeste aussi aux États-Unis où en cette fin 91, George Bush lui-même parle de récession. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises souffrent, elles ont du mal à boucler leurs comptes. Mais les choses sont différentes si on va vers le mieux ou si on va vers le pire. Je crois que nous allons vers le mieux. L'inflation a été cassée. Un certain nombre de facteurs sont relativement favorables. La consommation des ménages reste sur une tendance positive. Tout ceci doit progressivement nous amener à une croissance qui s'accélère en 1992 et surtout en 1993 et qui finalement reviendrait à 3% de croissance. C'est plus que la moyenne des 20 dernières années, vous savez. Des propos qui devraient plaire à Bercy au ministère de l'économie et des finances. Pierre Bérégovoy a déclaré aujourd'hui que l'économie française peut redémarrer si les Français y croient. Mikhaïl Gorbatchev n'avait plus le choix devant les caméras de la télévision soviétique. Il a pris acte de la fin de l'URSS. Depuis quelques semaines, Boris Eltsine a précipité les événements, une stratégie qui pour l'instant lui a plutôt réussi. Et cet après-midi, il a dissous le ministère des Affaires étrangères et réduit Édouard Shevardnadze au chômage. Philippe Pister. Il faut prendre la décision de faire cesser l'existence de l'URSS. Et Mikhaïl Gorbatchev parle d'en appeler à une dernière réunion du Soviet suprême. Il conclut, ensuite viendra la nouvelle étape, celle de la communauté des États indépendants. Bref, Mikhaïl Gorbatchev vient de tirer un trait sur l'URSS, mais pas un mot encore quant à son sort personnel. Reste que dans la journée, l'un de ses porte-paroles déclarait qu'il déciderait de son avenir après la réunion d'Alma-Ata samedi prochain. Boris Eltsine, lui, n'hésite pas à le pousser vers la sortie. Déclaration avant son départ pour l'Italie, Mikhaïl Gorbatchev a l'intention de se consacrer à des œuvres de charité. Il faut dire qu'il ne reste pas grand-chose au président soviétique, Édouard Shevardnadze, et celui de l'intérieur. Le drapeau rouge, frappé de la faucille et du marteau, flotte encore sur le Kremlin, mais le président russe a averti jusqu'à la fin décembre seulement. Boris Eltsine béni par le pape. Au moment où même ses amis s'interrogent sur l'avenir, le président russe décide d'effectuer une visite en Italie. Il est arrivé aujourd'hui à Rome et il doit rencontrer Jean-Paul II demain. Pour lui, il l'a dit, Mikhaïl Gorbatchev devra démissionner avant la fin de l'année. Boris Eltsine a même ajouté qu'il a de grands mérites, mais qu'il doute qu'il se rende compte de la situation actuelle. À l'Ouest, on veut éviter aussi d'être pris de vitesse. Les pays membres de l'OTAN devraient reconnaître rapidement l'indépendance des républiques. Une démarche très politique qui n'est pas du goût du gouvernement français. En revanche, tout le monde est d'accord sur la nécessité de contrôler les armes nucléaires. Pour l'instant, c'est en Russie que l'on ouvre des portes. Pierre Babet. Une base nucléaire secrète, quelque part, dans l'ex-Union soviétique. Jamais les silos et les salles de commandement n'avaient été montrés avec autant de complaisance, même si les baies de contrôle ont été masquées pour la circonstance. Volonté évidente, rassurer les Occidentaux. Affirmation de ce major, Ivan Skrilkik, toutes ces armes sont sous contrôle central, unifié, elles ne peuvent être utilisées par aucune république. Le vrai cauchemar des Occidentaux, le voici. Dans ces bureaux, ces laboratoires, des cités nucléaires, des dizaines de milliers de techniciens au chômage, prêts à vendre leur savoir-faire ou leur matériel au plus offrant, ils n'ont pas les moyens d'être très regardants. Victor Mironov, physicien, explique qu'il a été approché par le gouvernement irakien. 100 000 $ par an, il a refusé. Mais pour un Mironov qui dit non, combien ont ou vont accepter si l'Occident ne les aide pas à retrouver sinon du travail, du moins des conditions de vie décentes. Au-delà du démantèlement nucléaire de l'ex-URSS, c'est le défi le plus grave lancé aux pays de l'OTAN. Plutôt rassuré sur ce dossier, l'Américain James Baker est en revanche pessimiste sur la situation sociale. Après sa tournée dans d'explosion, la situation économique, a-t-il dit, s'est détériorée de manière spectaculaire ces derniers mois. L'ancienne URSS a besoin, a-t-il ajouté, d'une aide massive de l'Occident.
Léopold Sédar Senghor est hospitalisé pour un malaise cardiaque. Il a été admis à l'hôpital de Caen en urgence. Il avait déjà été victime d'un malaise au début du mois de décembre. L'ancien président sénégalais est âgé de 85 ans. Le directeur de cabinet de Jean-Claude Gaudin inculpé d'escroquerie. Le président du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur parle de campagne de calomnie. Il n'y a pas d'affaire de fichier, a-t-il dit, et son entourage affirme que la campagne électorale démarre. Dino a été autorisé par le tribunal administratif à déposer une plainte contre Bernard Tapie, plainte qui vise en fait le club de l'Olympique de Marseille, dont Bernard Tapie est bien sûr le président. Dans un communiqué, Bernard Tapie a simplement affirmé « Le ridicule ne tue pas ». Le dossier de la 5 est maintenant déposé sur le bureau du CSA. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel se retrouve au pied du mur. Depuis l'annonce du plan de licenciement de la direction, on parle même d'un retrait pur et simple de l'autorisation d'émettre. En tout cas, Jean-Luc Lagardère a été convoqué demain par le Conseil. De son côté, le personnel a lancé une grève de 24 heures. Il a décidé d'organiser une manifestation. Un reportage aujourd'hui pour Innocenté Omar. Dans l'enquête sur l'assassinat de Ghislaine Marchal, les avocats du jardinier affirment que l'on s'est peut-être trompé d'une journée sur la date exacte du drame. L'accusé lui a déjà entamé une grève de la faim et il affirme qu'il est innocent. Un reportage à Nice, kiosque de Soir 3. Il a été préparé par Philippe Decevski. Dans l'expansion, Bernard Guetta s'inquiète. La page d'histoire écrite par Gorbatchev est tournée et il a peur de ce qu'il lit sur la suivante. Malgré le soutien des Occidentaux, Gorbatchev réussira-t-il à sortir la Russie de l'impasse? Et si oui, cela se fera-t-il à ses dépens? La revue européenne de l'Express Belvédère consacre son dossier à l'appel européen de la Russie. Une dizaine d'intellectuels, de journalistes et d'écrivains russes ont collaboré à ce numéro. C'est leur vision de la Russie que nous découvrons. En réalité, ils ont assez confiance en eux-mêmes. Parce que dans tout ce chaos énorme, il y a beaucoup de forces créatrices à l'œuvre et on voit se créer des entreprises. On voit, il faut le noter, des entreprises clandestines, mafieuses si vous voulez, qui s'officialisent, c'est important, qui deviennent au fond les germes d'un grand marché capitaliste. On voit se créer des bourses de commerce, on voit des gens qui bougent, qui créent des entreprises et ça je crois que c'est très important et que ça donne beaucoup d'espoir. Et Belvédère, en association avec Larousse et TV5 Europe, publie la première carte de la Nouvelle Europe. Ses concepteurs ont même dessiné les frontières de la Slovénie et de la Croatie. Enfin, pour avoir une parfaite vision de ce que sera l'Europe et le monde en 92, Courrier International publie en français les prévisions annuelles de The Economist. En clin d'œil, je vous présente cet indicateur sur la productivité des différents citoyens de la communauté et sur leur satisfaction à la tâche. Les Anglais, lanterne rouge dans le travail, sont contents d'eux-mêmes à 83%. Le Français, très productif et le plus grognon. Coup de chapeau aux Espagnols, les plus travailleurs et très fiers d'eux-mêmes. Décidément, l'Espagne ne cesse de nous étonner. Et puis Courrier International qui publie cette semaine un autre supplément, la traduction d'une enquête très complète de nos confrères du Financial Times sur le scandale de la BCCI. C'est un incroyable feuilleton donc, sur ce scandale du siècle. Et les journalistes qui ont réalisé cette enquête ont travaillé sur ce dossier pendant près de 3 ans. Donc cette semaine avec Courrier International. Les chiffres de la bourse maintenant, en commençant par le Dow Jones à Wall Street qui ne bouge pratiquement pas, une hausse d'un peu plus de 2 points, 2911 $ ce soir à New York. Il était coté 5 francs 32, il recule de 4 centimes. Et puis à Paris aujourd'hui, une baisse très nette de 1,27% à 1684,17. Enfin, le baril de pétrole baisse également, il perd 26 cents à 19 $ 13 cents. Toutes ces informations sur votre Minitel, code 3615 FR3 Bourse. Fin de ce journal. Dans un instant, la météo complète. Elle est présentée ce soir par Florence Klein. L'information sur la 3 dès demain matin, 8h avec Continental, présenté par Alex Taylor. Le journal de 12h45 avec Anne de Coudenove. Et le 19h20 avec Élise Lucet et Paul Amar. Très bonne fin de soirée. Merci. Réservez votre neige. Tignes. Bonsoir.
bonsoir. L'anticyclone est toujours présent sur l'Atlantique, mais en fait, il n'est là que pour provoquer du vent, car il y a un centre dépressionnaire très proche sur la Scandinavie. Ce centre dépressionnaire, d'ailleurs, nous envoie des perturbations. Celle-ci va traverser la France au cours de la nuit. Elle donnera de la pluie. Et demain matin, nous aurons la présence également de ce front secondaire. Alors, demain matin, de la Bretagne au sud-ouest jusqu'à la Corse, nuages et belles éclaircies avec du vent. Du Cotentin aux Alpes, ciel couvert avec des averses. Et il neigera au-dessus de 600 mètres sur les Vosges, 800 mètres sur le Jura et 1500 mètres sur les Alpes. Le vent soufflera fort en Méditerranée. Jusqu'à 100-120 km à l'heure, ce sera un vent de nord-ouest, donc sur la Méditerranée et la Corse. Et sur les côtes de la Manche, ce sera un vent d'ouest à 80 km à l'heure avec des rafales jusqu'à 50 km à l'heure dans l'intérieur sur la moitié nord. Dans l'après-midi, un front secondaire renforcera les averses sur le nord et le nord-ouest. Il y aura même du grésil ou des orages. Sur le sud, des éclaircies et des nuages avec des averses. Sur le nord-est et le massif central, il neigera au-dessus de 1100 mètres. Les températures seront un petit peu plus fraîches demain matin. Il fera 4 à 7 degrés dans l'ensemble et tout de même 10 degrés près de la Méditerranée et en Corse. Dans l'après-midi, baisse du thermomètre également. On voit la poche d'air froid dans le nord-est et de l'air plus doux tout de même dans le midi. Demain, que ce soit en Europe ou en Afrique du Nord, nous aurons vraiment du mal à trouver un coin de ciel bleu. Il y aura des averses et du vent à Dublin, Londres, Genève et Copenhague. Il pleuvra à Stockholm, Varsovie, Vienne, Ankara ainsi qu'à Belgrade. Et le ciel sera couvert à Moscou, Lisbonne, Madrid ainsi qu'à Alger. Demain, n'oubliez pas de fêter la Saint-Abraham. Très bonne fin de soirée sur FR3. Je suis rentrée de vacances et j'ai une surprise pour vous. Mon nouveau cajoline douceur alizée. Ça sent bon les îles. Là-bas, il y a le soleil et la mer. Et la fraîcheur de la brise dans les cocotiers. Et des fleurs et des senteurs par milliers. Ça m'a donné envie de prendre encore plus soin de tout ce que vous aimez. Allez, je vous y emmène. Nouveau cajoline douceur alizée, le doux parfum des îles. Énergie présente In Excess, Live Baby Live. Tous les tubes d'In Excess en concert, Live Baby Live. Respirez, vous êtes sur FIP. L'armée française. Vous avez rendez-vous avec son magazine le dernier vendredi de chaque mois à 11h25. Top Défense, le magazine des armées. Vendredi. Là-bas, aux Açores, Thalassa a suivi sur Fleur de l'Empole l'Odyssée des enfants dauphins. Samedi, qui se souvient des années TSF? La 7 feuillette sur la 3, l'album souvenir des années radio. Dimanche, la classe croit encore au Père Noël quand Michel Galabru et Jean Lefebvre endossent la hotte. Lundi, Milo combat les guerriers géants et tire l'enfant princesse des griffes des Daikini. Vendredi, Thalassa, samedi, les années TSF, dimanche, la classe croit encore au Père Noël, lundi, Willow.
chien à bois, la caravane passe. 200 mètres de long, une escorte de motards, la garde républicaine de la gendarmerie nationale. 10 voitures qui transportent les 30 personnes indispensables à l'opération, mais aussi les porteurs et escorteurs du flambeau. Dans son QG roulant, Gérard Broucas, du service communication de la Poste, dirige la manœuvre avec l'assurance tranquille de l'homme qui a préparé minutieusement son opération depuis plus de 2 ans. Il fallait tout inventer. Nous l'avons inventé à partir de conseils notamment de nos amis du Tour de France cyclistes qui nous ont bien aidés. Nous circulons, je dirais, dans le calme. Nous sommes très cool, ça se passe très bien. Nous avons une merveilleuse ambiance. Le PC presse, je dirais, c'est presque le PC de récupération où nous avons là, entre nous aussi, une bonne entente. C'est l'essentiel du message qu'il faut passer dans ce genre d'opération, c'est l'entente des hommes qui nous accompagnent. C'est tout à fait réalisé, autour d'une opération tout à fait sympathique. Et par conséquent, je pense que les 55 jours seront longs, mais se passeront d'une façon tout à fait agréable. FR3 vous souhaite une bonne nuit, mais sur Antenne 2, où les programmes continuent.